salut les gars. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation succincte du groupe? Bonjour, c'est Kevin, chanteur du groupe Seminole. Salut, moi c'est Thomas, le batteur du groupe. Salut, moi c'est Vianney, le bassiste. Moi c'est Nico, je suis guitariste claviériste. Oui, donc le groupe Seminole, c'est un groupe assez ancien, puisqu'on a été formé en 92, à la suite d'un concert qu'on a donné dans notre village d'origine. On est près de la région thionvilloise, nous à la base. Et puis donc on a commencé à composer, à créer des morceaux. Plusieurs MCD sont sortis jusqu'à la fin 99. Et notre premier album, réel premier album, chez Brennus, Muséa 2002, autour d'un concept sur les Vikings. Donc ensuite, avec l'engouement que ça a suscité, on s'est dit qu'il fallait sans doute continuer l'aventure. Et je dirais que la vraie histoire commence réellement en 2002 avec l'arrivée de Nico, qui a pris le poste de claviériste au sein du groupe. Et puis depuis, on a eu des moments forts, des moments un peu plus compliqués, comme dans toutes les aventures comme celle-là. Mais voilà, avec Wayward Son qui est sorti il y a 2 ans, on est sur notre 4e album. Et ça fait pratiquement 25 ans maintenant, en 2017 en tout cas, ça fera 25 ans que le groupe existe. Donc Vianney, tu viens d'arriver dans le groupe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton arrivée justement? Oui, en fait, si tu veux, je partage en fait un autre projet musical qui est Deficiency avec Tom, leur batteur. Puis en fait, leur précédent bassiste donc avait arrêté, comme je disais, c'est bon et loyaux service qu'il assurait depuis des années. Puis du coup, en fait, il m'a proposé la place, et puis comme bon, je connaissais déjà les Loustiques depuis un moment, et puis que je m'entendais très bien avec eux, j'ai accepté de les rejoindre. Alors, on avait notre bassiste, donc Christophe Bion-Laroute, qui a fait le service pendant des années, qui reste toujours un proche et un ami. Il a d'autres projets, donc il a décidé d'arrêter. Et on s'est dit qu'il fallait sans doute envisager l'avenir avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Vianney est beaucoup plus jeune que nous. Il est dans un état d'esprit différent. C'est quelqu'un qui a connu des scènes musicales aussi différentes, avec un style de jeu qui est très particulier et qui permet, on verra, enfin, les gens le verront sur le nouvel album, de donner vraiment une dynamique nouvelle et de faire monter, on espère, le groupe vers des sommets plus importants et puis toucher un public peut-être plus différent. Voilà. Donc l'apport d'un gars comme Vianney, c'est quelque chose d'assez important et d'intéressant pour nous. Alors concernant votre nouveau projet, est-ce que le choix d'un concept était forcément obligatoire? Et dans ce cas, pourquoi Hamlet? Alors pourquoi Hamlet? Très bonne question, parce qu'on avait déjà un petit peu par l'album précédent qui s'appelait Of Asylum abordé les tréfonds un petit peu de l'âme humaine, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est un petit peu l'âme humaine, le côté obscur et noir de l'âme humaine. Et avec Kevin, tous les deux, bon, je parle en notre nom parce qu'on était sur l'album Of Asylum et pas nos 2 acolytes. On est attiré par tout ce qui est obscur et à la fois tout ce qui est... cet oxymore clair-obscur nous attire. Donc Hamlet, c'est vraiment... Tu ne peux pas lui donner ses cachetons, lui. Je vais crever avant la fin du truc, je crois. Bon, je vais employer des mots plus simples. Excuse-moi, Tom. Alors, c'est un thème déjà, tout ce qui concerne les tréfonds de l'âme humaine, qui est cher à Kevin et à moi. Parce que je ne parle pas en nom des autres membres, puisqu'ils n'étaient pas là auparavant sur nos albums précédents. Donc on a voulu poursuivre un petit peu ce thème en envisageant une grande pièce de la littérature. Ça fait des années qu'on aimerait retranscrire une grande pièce de la littérature. Le nom d'Hamlet a déjà été évoqué, mais faute de temps et de moyens, on n'avait pas pu le faire à l'époque. Entre le bien et le mal, bon, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est un petit peu récurrent dans la pièce. C'est-à-dire tout ce qui est gaieté qui est contrebalancé par la noirceur, par la dramaturgie. Et il était difficile pour nous, donc c'était une sorte de challenge de pouvoir le retranscrire en musique et adapter aussi les textes, donc c'est le boulot de Kevin, d'adapter les textes d'Hamlet pour les rendre vraiment écoutables et très concis dans le cadre d'un album. On respecte vraiment l'œuvre originelle, puisque c'est découpé en actes et en scènes, comme dans l'œuvre de Shakespeare. L'idée, c'était pas de faire une espèce de plagiat mauvais, c'était de coller parfaitement à la pièce et de lui donner un souffle moderne. On a apporté de la modernité, on en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas, on y retrouve toutes les ambiances, tous les mots forts, tout ce qui a fait la réussite de cette pièce en son temps, et qui a continué à vivre. D'ailleurs, cette pièce a été jouée de la fin du XVIIe jusqu'à nos jours, et elle est jouée encore très régulièrement. La mettre en musique, c'était un challenge. Il y a certaines personnes qui l'ont fait avant nous. On a Ambroise Thomas, par exemple, qui est un compositeur messin, qui lui a fait un opéra, me semble-t-il, sur Hamlet, et
avec des réussites diverses. Il y a eu Johnny Hallyday, qui lui aussi a fait quelque chose. C'est pas mal. Il faut reconnaître que son travail est intéressant. Franchement, c'est un des albums de Johnny les plus intéressants. Plus intéressant. Ouais. Et puis donc nous, ensuite, avec bien sûr, sans doute, un côté plus underground, parce que Seminole n'a pas eu la carrière de Johnny, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, donc nous, c'est notre apport, le côté progressif, le côté symphonique, et puis utiliser la vision de Nico sur la composition pour faire vivre en fait les sentiments qu'on découvre dans Hamlet. Et c'était ça, peut-être le plus compliqué à mettre en musique, mais c'est ça notre rapport finalement, recréer les sentiments humains à travers la musique. Et c'est ce que peut-être aussi certaines personnes n'ont pas réussi à capter dès la première écoute. Bien sûr. Parce que la difficulté, c'est ça. C'est que nous, on est immergés dans la pièce. Et donc, on connaît exactement les tenants, les aboutissants. Et on sait où on veut aller. Le challenge, c'était aussi de pouvoir que les gens qui n'ont jamais lu la pièce puissent, à un moment donné, avoir l'envie de lire. Ou du moins l'envie de se plonger un peu dans l'univers de Shakespeare. Je pense qu'il faudrait peut-être demander à Tom ce qu'il en pense. Parce que bon, lui, il débarquait... Hamlet, j'avais pas lu depuis des années et des années. Il a fallu que je le relise, que je me mette un peu dans l'esprit. Savoir de quel passage du livre on parlait dans la musique en fait, et donc c'est essayer de retranscrire aussi à partir des parties de batterie un petit peu les émotions, tu vois. Tom, est-ce que tu as abordé cet album différemment? Enfin peut-être un petit peu après, on évolue toujours avec les années, et puis peut-être moi, que je trouve qu'il tape moins fort quand même, c'est bien. Ouais. Ouais. Je vais peut-être essayer d'avoir plus de subtilité, surtout dans les vélocités, tu vois, quand tu joues, avec les passages plus calmes en jouant un peu plus soft, et puis quand ça envoie, bien avoiné. Du coup, il y a peut-être un petit peu plus de changement de vélocité comparé à avant, où j'étais peut-être un peu plus linéaire. Et donc pour toi, Vianney, qui était absent sur ce disque, est-ce que tu éprouves des regrets? Oui et non, on va dire. Non, parce que c'est un album que j'apprécie énormément. J'adore justement le côté conceptuel qui soulignait avant, le fait que soit découpé en fait en actes, en scènes, etc. comme une pièce de théâtre. Je trouve ça vraiment original et très intéressant. Je pense que ça apporte énormément justement à tout l'aspect conceptuel justement de la chose et enfin ça lui donne vraiment de l'intérêt. Et donc oui, j'ai un petit peu de regret parce que j'aurais éventuellement souhaité, on va dire, l'enregistrer et puis composer certaines parties que d'ailleurs je peux jouer en live et qui ne sont pas forcément présentes sur l'album. Mais sinon, bon, on va dire que le résultat est là de toute façon. La Galette, c'est un album que j'apprécie, donc j'ai pas de regrets par rapport à ça, quoi. Je pense que ce sera un album finalement de transition, Wayward Son. Parce que Wayward Son, c'est le Seminole qui a vécu pendant plus de 10 ans, depuis 2002 jusqu'à 2015. Avec l'apport de Vianney, qui joue avec Thomas, il le disait tout à l'heure, dans un autre groupe un peu plus extrême, Deficiency, on peut le citer. Ils seront contents, ça leur fera un peu de pub. Eh bien, je pense que ce côté-là, sur le prochain disque, va être quand même l'apport de Vianney et Tom, ça va être quand même beaucoup plus sombre, avec un jeu peut-être plus rentre-dedans. Plus chirurgical. Plus chirurgical, peut-être, et puis un jeu de basse qui est très différent de ce qu'on avait fait avant. Et puis une batterie, maintenant, qui va pouvoir se coller sur le jeu de Vianney exactement, et on risque d'avoir des beaux effets et une belle ambiance sur le prochain disque. Ça sera vraiment le prochain disque, je pense, le nouveau visage du groupe. Et concernant le clip, pourquoi le choix de cette chanson Duelliste? En fait, le titre The Duellist présente le combat entre Laërte et Hamlet. Laërte, c'est le frère d'Ophélie. Ophélie est morte par amour pour Hamlet, et donc son frère veut venger cette mort en combattant le prince du Danemark, Hamlet. Donc on a choisi cette phase-là pour pouvoir justement nourrir le clip de toute l'histoire assez complexe qu'on trouve dans la pièce de théâtre de Shakespeare, parce qu'Hamlet, c'est une pièce quand même qui est très compliquée. L'expliquer d'ailleurs, c'est pas simple. Mais pour faire court, le roi du Danemark a été tué par son frère qui s'est remarié avec son épouse, la reine. Le roi du Danemark apparaît en spectre, si vous voulez, à Horatio, l'ami d'Hamlet, sur les remparts du château. Et ce roi mort, ce roi défunt, sous la forme d'un spectre en armure, donc il y a un côté un peu fantastique, un peu dramatique, une force dramatique assez forte. Ce roi donc voudrait être vengé par son fils. Hamlet, lui, c'est un espèce de personnage lunaire qui est dans son monde. Il n'attendait pas du tout ça, il ne s'attendait pas à ça. Il aurait voulu vivre sa vie de noble, de gentilhomme, sans forcément être obligé de démêler cette conspiration.
Donc sur le trône, au moment où Hamlet voit son père défunt, sur le trône il y a donc le roi Claudius, l'assassin du père d'Hamlet, et puis la mère d'Hamlet qui s'est remariée donc avec ce Claudius. Et Hamlet va essayer de découvrir la vérité en mettant en place des différents éléments un peu dramatiques. Donc ce personnage d'Hamlet, on va le voir évoluer, on va le voir faire croire qu'il est fou à un moment, on va le voir avoir des relations un peu particulières avec Ophélie. Ophélie qui est un peu le double d'Hamlet et qui va, par sa mort, engendrer d'autres complications dans cette pièce pour arriver en fait à une finalité, la lutte d'Hamlet contre le roi usurpateur Claudius, la lutte d'Hamlet contre Laërte, le frère d'Ophélie, qui pense qu'Ophélie est morte à cause de la bêtise d'Hamlet qui n'aimerait pas sa sœur, et finalement la lutte entre Hamlet et sa mère, puisque sa mère c'est une reine incestueuse, c'est une reine qui a été dans le lit du frère du roi défunt, et Hamlet a beaucoup de haine contre sa mère. Donc dans cette pièce il y a un côté très psychologique, parfois même oedipéen, parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi Hamlet réagit comme ça. En tout cas, il y a vraiment différents aspects à traiter. Ça touche à la psychologie, ça touche vraiment au tréfonds de l'âme, comme Nico l'a évoqué à plusieurs reprises. Et c'était avec The Duelist, on a retrouvé finalement ce côté dramatique aussi, et ce côté un peu fatalité. La lutte entre Laërte et Hamlet, ce combat à l'épée, nous a permis de bloquer un instant de la pièce, mais avant d'arriver au duel dans le clip, pour ceux qui observeront le clip, eh bien on décline en fait toute la pièce. On décline la relation particulière qu'Hamlet avec Ophélie, on décline l'empoisonnement du père d'Hamlet par Claudius, on va voir la mort aussi d'Ophélie. Voilà, donc on essaye avec The Duelist de recontextualiser la pièce et de prendre des passages forts qui permettront au public qui ont lu le livre ou qui vont le lire ou qui ont vu les films avec Gibson ou avec Branagh, il y a eu plein d'adaptations, eh bien de retrouver les moments forts de cette pièce. Voilà. Et quelle piste esthétique avez-vous voulu suivre ? On a axé notre travail sur plusieurs pistes avec Kevin. Donc on est parti déjà sur la beauté des lieux, la singularité des lieux. Donc on en reparlera, je pense, tout à l'heure par rapport aux sites qu'on a eu la chance de pouvoir visiter et sur lesquels on a pu tourner. Ensuite, on a axé aussi notre travail sur les costumes. On a eu la chance, encore une fois, de pouvoir bénéficier de costumes prêtés par l'opéra. Des costumes somptueux qui ont servi, qui ont été portés par des grands interprètes. Et aussi sur la singularité des personnages. Donc dans le clip, de nombreux personnages interviennent, donc des personnages qui sont récurrents dans tout le long de la pièce. Donc naturellement, on a Hamlet, donc Hamlet fils, il faut bien séparer Hamlet fils d'Hamlet père, donc Hamlet père qui s'est fait assassiner. Donc Hamlet fils qui est la figure symbole donc, de la pièce, comme son nom l'indique. On a également donc son amoureuse, Ophélie, donc son amour déchu, son amour un petit peu... Inaccessible parce que c'est un petit jeu de chassé-croisé tout au long de la pièce entre Hamlet et Ophélie. C'est je t'aime, moi non plus, mais en fait, à aucun moment ils arrivent vraiment à se réunir et à être heureux. On a également Laërte. Donc Laërte, c'est l'ennemi mortel d'Hamlet. Donc on le verra dans le clip justement. Pourquoi c'est un ennemi mortel. C'est eux qui vont s'affronter dans cette pièce de The Duelist. L'esthétisme, on peut le retranscrire de différentes manières, soit à travers le décor, soit à travers les vêtements. L'esthétisme, c'est aussi ce qu'on veut faire passer comme message. Il fallait dans ce clip qu'on renvoie à des sens cachés, à une espèce de côté un peu mystérieux et à beaucoup de symbolisme. Donc on va voir tout au long de ce clip des renvois à la mort, bien sûr, puisque c'est au centre de la pièce, on est dans une tragédie un peu à la grecque. Donc forcément, il faut qu'on ait cette ambiance mortifère qui soit présente tout au long du clip. Donc on voit un moment Ophélie, ou en tout cas le personnage moderne d'Ophélie en prière devant une nature morte, ce qu'on appelle une vanité. La vanité, c'est quoi ? Tout est vanité, tout passe. La vie, la finalité, c'est la mort. Donc on la voit en prière devant cette table, où on voit un crâne, où on voit une fleur fanée, où on voit une bougie.
Donc là, on renvoie à des grands maîtres de la nature morte, comme Philippe de Champaigne, par exemple, qui a très bien mis en peinture cet aspect-là, cet aspect esthétique. Et l'esthétisme du clip, c'est aussi ça, c'est aussi piocher dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de la littérature. Donc à travers cette nature morte et l'image du crâne, on renvoie à l'image de la mort, on renvoie à l'image d'Hamlet dans la pièce qui à un moment prend le crâne de Yorick et qui a cette réflexion sur ce que l'homme devient. Yorick qui était le bouffon du roi et qui se retrouve là dans un cimetière en tas d'os, et Hamlet à un moment est dans ce cimetière, prend ce crâne et a cette réflexion approfondie sur la mort. Donc ça c'est un clin d'œil fort, et on verra aussi le personnage d'Hamlet au sein du clip de Dueliste à plusieurs reprises avec le crâne dans les mains. Donc l'habillage, le côté mortifère, le côté mortuaire devait être présent, avec une espèce, on a enrobé ça pour que ça ne devienne pas trop funèbre. Il fallait garder quand même un esthétisme positif. C'est ça l'idée. Les autres clins d'œil, c'est la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Pourquoi les livres? Eh bien parce que ça renvoie au théâtre, à la pièce de théâtre, ça renvoie à l'écriture, ça renvoie à Shakespeare écrivain, ça renvoie à toute cette tradition de la culture écrite et à toute cette tradition de la littérature qui perdure jusqu'à nos jours. Donc il fallait un lieu fort, un lieu de savoir, parce qu'on a voulu faire un clip un peu élitiste, il faut le reconnaître, il faut accepter ça. Ça fait partie aussi de ce qu'on a toujours fait dans Séminole. Donc le côté supérieur au niveau de l'adaptation cinématographique devait prendre pied dans un lieu fort comme la bibliothèque. Et on verra ensuite, et on en parlera plus tard, je pense avec Vianney et Tom qui ont appréhendé ça d'un œil un peu nouveau, on verra comment tout ça s'est matérialisé ensuite dans les lieux, puisqu'on parlait d'esthétisme en introduction à travers les costumes et les lieux. Les lieux sont aussi le château de Vianden, c'est également l'église dans laquelle on a la scène finale, où on voit toujours des personnages en capuche qui renvoient eux aussi à la mort. C'est aussi cette idée de passage, où on voit le spectre d'Ophélie. Voilà, le spectre d'Ophélie, c'est un peu aussi notre adaptation à nous, côté un peu moderne, on y reviendra également. Donc voilà un peu le symbole général, le fil conducteur, c'est vraiment d'essayer de développer The Duelist, de développer ce clip autour de ce symbole de la mort. Côté héros, c'est Thanatos, la mort, l'amour, et voilà, ça a été un équilibre qu'on a, je pense, assez bien réussi. Il est évident que les gens ne vont pas aller aussi loin dans l'analyse, mais c'est une piste de lecture en tout cas. En vous écoutant, on a l'impression que vous avez essayé de donner une approche plus cinématographique. Est-ce que vous pouvez me donner davantage de détails? C'est vrai que dès le début, une fois qu'on a sorti l'album et qu'on envisageait le clip, il y a tout de suite eu la volonté de faire un clip qui se démarque un petit peu, vraiment de qualité cinématographique, quoi. Vraiment limite un court-métrage. Donc c'est quelque chose qui se démarque de ce qu'on peut voir dans le milieu musical, surtout dans le métal. Mais c'était assez ambitieux, et c'est vrai que ça demande des moyens, du temps, c'est pas mal de boulot. Il fallait s'entourer de personnes compétentes et capables de réaliser ce qu'on avait en tête. Donc il y a eu beaucoup de questions. Déjà sur Hamlet, le fait de prendre un truc assez énorme comme ça, de le mettre en musique, et puis ensuite de faire un clip qui est aussi à la hauteur de tout ça. Quelque chose d'assez compliqué qui peut rebuter un petit peu, mais le challenge est intéressant. On va dire il y a un aspect vraiment un peu plus cinématographique, vraiment je pense plus poussé que dans la majorité des clips. Je veux dire, on a l'habitude dans le métal de voir surtout, on va dire, les groupes qui sont mis en scène, qui jouent dans des lieux, on va dire un petit peu classiques, souvent désaffectés, des entrepôts, des hangars, etc. On a vraiment essayé justement de se démarquer de ça. Alors oui, on a aussi des scènes, là on voit les musiciens qui sont un petit peu dans cet esprit, mais la majorité du clip reste quand même quelque chose de vraiment tourné, puis d'autant plus d'une façon assez professionnelle, très professionnelle même, j'ai envie de dire. Des clips filmés avec une volonté vraiment de script, etc. On en a vu, il y a des très bons groupes comme Flesh God Apocalypse qui font des clips qui sont tournés quand même. Mais c'est pas des groupes, comme disait Kevin tout à l'heure, qui sont assez underground comme nous, quoi. On n'est pas professionnel, on n'a pas la force que certains groupes pros peuvent avoir, même en termes de maison de disques, en termes de communication. Donc c'est un peu un travail familial. Mais malgré tout, on voulait apporter une touche très professionnelle et une qualité d'image très, très poussée. Donc on a dû s'entourer de personnes, comme l'a dit Thomas, qui avait ces capacités-là, cette connaissance-là, ces aptitudes. Et Christian Brémond, donc de la société Technical Spirit, qui est un ami de longue date, qui a fait carrière dans ce domaine
du tournage. Il s'avère que je l'ai rencontré par hasard il y a quelques temps, dans le cadre de mon travail, puisque je travaille au musée et que Christian est intervenu au musée de Metz sur un tournage historique. Et c'est vrai que de fil en aiguille, en discutant, je me suis dit qu'il avait cette expertise, il avait cette perception aussi de ce qu'on souhaitait, et il avait toute la capacité pour le faire. Et il avait aussi les moyens techniques pour le faire, parce qu'il a énormément d'équipements, et il a l'expérience, il a l'ancienneté dans ce domaine. Finalement, le résultat est vraiment à la hauteur. On a une qualité d'image, c'est du 4K, donc c'est quelque chose d'assez rare pour un film. Il y a une qualité de lumière, il y a une qualité de couleur, il y a un calibrage qui a été fait. Donc ça, c'est le domaine que moi je maîtrise pas bien, mais peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler avec lui. Et ça apporte un vrai plus. Alors certes, les costumes font qu'on a pu retranscrire Hamlet, cette époque, cet aspect historique aussi de la pièce. Il y a aussi les lieux qui nous ont permis de le faire. Mais sans un œil, sans une patte, sans une maîtrise technique, ça n'aurait jamais pu se réaliser dans tous les cas. Et qui peut me parler de l'approche historique? Alors, tout ce qui est angle historique, objectivement, on ne l'a pas trop abordé, nous, en fait. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Yann? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Je pense que c'est plutôt là-bas. Je suis seul à pouvoir parler de ça, finalement. Il fallait des lieux qui soient forts à l'image, et qui aient aussi une espèce d'antériorité forte aussi. Il fallait trouver un château. Bien entendu, les scènes du duel dans le clip, les pérégrinations d'Ophélie, tout ça se fait dans le château. Et bien entendu, le lieu devait coller aussi à l'histoire d'Hamlet. Alors le château dans Hamlet, c'est un château qui se situe au nord de l'Europe, un château en bord de mer, un château de Kronberg, qui est une espèce de château d'inspiration un peu Renaissance. Dans le coin, des châteaux Renaissance, mais avec une caractéristique quand même médiévale, il y en avait très peu. Celui qui collait le mieux, c'était un château situé au Luxembourg, le château de Vianden, qui est une bâtisse remarquable, dans laquelle on a une belle salle byzantine, avec des belles fenêtres, et ça collait assez à cet esprit-là. Donc il nous fallait un écrin, et l'écrin c'est donc ce château de Vianden, dans lequel on a vraiment sélectionné des espaces. Alors ce château, il a à la fois une particularité un peu, je dis bien Renaissance, mais surtout médiévale, parce que c'est un château médiéval, et ça collait aussi à Hamlet, parce que dans Hamlet, l'image du spectre, en fait, du père qui a été empoisonné, eh bien ce spectre-là, lui, c'est un personnage typiquement médiéval. Donc il apparaît d'ailleurs sur les remparts du château dans la pièce en armure. Donc c'est un personnage de l'époque féodale, un personnage du passé. Hamlet, lui, c'est plutôt la jeunesse, c'est plutôt l'avenir, et c'est quelqu'un qui est typiquement dans la Renaissance, et dans cet humanisme aussi de la Renaissance. Donc la dualité entre le père qui incarne l'ancien temps et Hamlet qui incarne la Renaissance, il fallait un lieu vraiment pour le matérialiser. Et à Vianden, on avait tous ces aspects visuels, tous ces espaces, toutes ces salles qui permettaient de le faire. Alors il n'y a pas que le château de Vianden, il y a aussi des lieux qui devaient refléter le caractère religieux de la pièce. Pourquoi ? Eh bien parce que on est dans une époque qui est quand même marquée par la chrétienté, même si c'est pas si prégnant dans la pièce, mais il y a quand même des renvois à ces choses-là. Ophélie, par exemple, lorsqu'elle se suicide, eh bien elle ne peut pas être enterrée avec les sacrements de l'Église. Et c'est aussi ça, cette image du spectre d'Ophélie qu'on a réinterprétée en l'intégrant dans le clip, qu'on a voulu expliquer dans la scène de fin où on voit le spectre d'Ophélie qui court vers l'autel dans une église, l'église de Montmédy. Eh bien, c'est pour montrer que finalement, nous avons décidé, nous, aujourd'hui, de réinterpréter Hamlet en permettant à Ophélie d'être accueillie dans ce giron de la chrétienté, dans ce christianisme, puisque dans la pièce Hamlet, on refuse de l'enterrer puisqu'elle s'est suicidée, et qu'à cette époque, le suicide, eh bien, vous êtes banni de l'église. Donc il y avait aussi cet aspect-là, d'où le choix de l'église de Montmédy pour préciser ça. Et puis, les costumes, il fallait quand même éviter les anachronismes, même s'il y en a. J'ai conscience qu'il y a des anachronismes, on n'est pas parfait dans tout. La scène du duel,
On a des personnages qui sont vêtus comme à l'époque de Louis XIV, à l'époque des mousquetaires, alors que l'Hamlet de Shakespeare, on est dans une autre région géographique avec des codes vestimentaires qui étaient sans doute différents des codes vestimentaires qu'on pouvait trouver en France à la même époque. Ce qu'on a réussi à faire tout de même, c'est qu'on a choisi de travailler avec l'Opéra-Théâtre de Metz, qui possédait dans ses réserves des costumes qui ont servi pour la pièce Hamlet. Donc on a quand même au niveau des habits du roi qu'on voit se faire empoisonner au tout début du clip, à travers les vêtements d'Ophélie qui sont très diaphanes, il y a ce côté un peu spectral, ce côté un peu transparent, il y a quand même là une justesse assez forte. Et puis la pertinence globale finalement, c'est aussi une pertinence, une volonté de s'ancrer dans une vraie réalité. La vraie réalité, ce sont des lieux qui ont fait leur preuve à travers le temps, qui ont marqué le temps. Donc c'est là notre choix aussi, notre parti pris. Certes, des anachronismes, on ne peut pas y échapper. On n'est pas dans une production à des millions d'euros. On n'a pas d'équipe qui travaille sur des planches, qui font des liens concrets avec les vrais vêtements de l'époque. Je dirais que chaque fois qu'on a réalisé Hamlet, même au cinéma, il y a toujours eu des partis pris qui ont été faits. On a d'ailleurs retranscrit cette histoire d'Hamlet à travers les époques, selon les réalisateurs. Nous, on colle à une forme de réalité historique, mais on s'est laissé quand même des ouvertures, on s'est laissé de la place, et on a aussi surtout laissé la place à l'imagination. Donc, il faudra avoir ça en tête. On pourra nous le reprocher, mais on l'a fait, on le sait. C'est un choix délibéré. Et comment avez-vous pu concilier l'approche historique et la modernité ? Oui, alors l'aspect moderne, il apparaît de plusieurs manières. En fait, le personnage qui joue Ophélie dans le clip, c'est une jeune fille qui s'appelle Johanna, et on l'a fait débuter le clip lorsqu'elle entre dans la bibliothèque de Saint-Miel. Personnage qui vit en 2015. 2016. Et donc quelqu'un qui elle-même a découvert la pièce Hamlet et a fait une espèce de transfert sur le personnage d'Ophélie. Donc c'est comme ça qu'on amène la modernité. On suppose que la pièce a été relue par cette personne et elle s'est sentie habitée par la personne d'Ophélie, et donc elle va mener en fait Ophélie jusqu'à l'autel, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour qu'ensuite cette Ophélie puisse obtenir la grâce de Dieu et retrouver la plénitude dans une espèce de paradis magnifié. Donc Johanna apparaît aussi habillée avec des vêtements contemporains, puisque c'est aussi ce clin d'œil à la modernité. C'est une Ophélie contemporaine qui peut ressentir tout ce que l'Ophélie d'Hamlet a pu ressentir en termes d'incompréhension amoureuse, en termes de problématiques dans le cadre d'une société, par exemple, dans le cadre d'une famille, le poids qu'on peut ressentir dans une famille, eh bien ce poids-là, Ophélie l'a connu dans la pièce d'Hamlet, mais les filles d'aujourd'hui peuvent le connaître également. Donc on a voulu faire un lien comme ça entre tradition historique, la pièce, le personnage d'Ophélie, et retranscrire ça dans une modernité. C'est aussi un moyen finalement de passer le relais, et de montrer que c'est une pièce Hamlet intemporelle, et qu'aujourd'hui encore, elle marche très bien dans nos sociétés modernes, avec toutes les complexités et les complications que la société d'aujourd'hui peut nous montrer. Le côté aussi personnage actuel avec des vêtements. Les gens ne se promènent pas tous comme Johanna, en tout cas habillée comme ça dans la rue. Il y a un côté vestimentaire gothique qu'on a voulu très pousser pour jouer aussi sur cet esthétisme. L'aspect gothique, l'aspect romantique, on l'utilise aussi avec le personnage de cette Johanna moderne. Et puis on voit un moment dans la dernière scène du clip, au sein de l'église de Montmédy, le spectre donc d'Ophélie, le spectre d'époque qui court vers l'autel, et on voit devant l'autel Johanna, donc l'Ophélie moderne, qui l'accueille. Donc c'est une espèce de relais, c'est une espèce de continuité, c'est une espèce d'atavisme, si vous voulez, qu'on a souhaité développer. Et ce côté moderne, alors il est à la fois dans cette réinterprétation-là, mais il est aussi dans l'usage du dessin animé, ou de l'animation qui apparaît à un moment. C'est aussi un clin d'œil à ce qu'on sait faire aujourd'hui. On aurait très bien pu jouer le clip et créer le clip comme une pièce de théâtre, tout simplement, avec des décors, avec des costumes, mais le fait d'y intégrer de l'animation
d'y intégrer une technique très moderne, très futuriste finalement, qui est en phase avec la société d'aujourd'hui, et bien ça permet aussi d'ouvrir et de toucher un autre type de public, de toucher les jeunes à travers le dessin animé, de toucher tous les gens qui s'intéressent à l'animation, de toucher aussi des gens qui s'intéressent à la technique pure. Voilà, c'était ça notre apport de modernité finalement dans cette réinterprétation d'Hamlet de Shakespeare et du personnage d'Ophélie, qui finalement est un personnage qui est plutôt le héros, le vrai héros, c'est Ophélie. Même dans l'œuvre d'Hamlet, c'est Ophélie le vrai héros. C'est un personnage qui incarne le côté sombre de la personne humaine, le côté lunaire, le côté caché. Le suicide aussi de ce personnage est très caractéristique des situations d'aujourd'hui. Donc elle a un côté très moderne, elle a un côté... elle traverse les époques. Voilà. Voilà un peu comment... C'est un point de vue, il se vaut. Il pourrait être contredit en termes de psychanalyse, ça pourrait aussi s'expliquer. Mais c'est aussi à discuter. Et concernant l'animation, j'ai entendu dire que vous aviez rencontré des personnes ayant des compétences dans le domaine. Alors les deux dessinateurs, enfin les deux personnes qui interviennent sur l'animation, c'est Jérôme Braque pour le compositing et Randy Agostini pour les dessins. Alors, ce sont des gens qui ont une grande expertise, une grande expérience, qui travaillent dans des studios luxembourgeois de dessin, qui ont travaillé sur des grosses réalisations, qui sont assez connues dans le milieu. Moi, j'ai rencontré Randy il y a quelques années parce qu'elle avait un projet de dessin animé historique. Et donc, elle s'était tournée vers le musée pour justement avoir de l'information et des histoires à raconter. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, puisqu'on a monté, elle et moi, plusieurs dessins animés historiques. Et Nicolas, d'ailleurs, avait fait la musique à cette époque-là sur ces petits courts-métrages. Et donc, sur le projet du clip, j'ai tout naturellement pensé à elle, puisqu'en plus, ce sont aujourd'hui des gens reconnus dans leur métier et qui ont travaillé récemment sur un long-métrage qui s'appelle La Tortue Rouge, notamment. Voilà, donc c'est comme ça de fil en aiguille qu'on a décidé de les intégrer au projet, parce que ce sont des gens qui ont toujours été autour du groupe, qui ont quand même une vision aussi de la musique, parce qu'ils sont eux-mêmes fans de ce style de musique, prog, métal symphonique, métal extrême, et leur petite touche, leur petite compréhension de l'idée globale qu'on voulait amener, c'était un plus. Et puis, il faut le dire, ce sont des gens qui ont travaillé aussi gratuitement. Une fois encore, nous n'avons pas les moyens gigantesques. Ces gens-là ont bien voulu nous donner un coup de pouce, et avoir des personnes qui ont cette carte d'identité avec nous, c'est aussi un plus. Voilà, ça permet d'ouvrir encore les portes, comme je le disais tout à l'heure, de toucher un public beaucoup plus large, et d'espérer, pourquoi pas, de nouveaux fans, de nouveaux adeptes de notre musique, et de toute la symbolique qu'on développe, de tous les concepts, toutes les thématiques qu'on amène. Ça permet d'ouvrir aussi des portes vers d'autres techniques, d'autres arts. Nous, c'est la musique. On a parlé du cinéma avec Christian Brémond. Là, on touche au dessin animé avec Randy et Jérôme. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez polyvalent, pluridisciplinaire. C'est aussi ça, l'étiquette de Séminole, de s'entourer toujours de gens qui ont des aptitudes dans des domaines très divers, et d'essayer d'enrichir au maximum pour montrer qu'on ne se limite pas à de simples musiciens qui tapent sur leurs instruments. Voilà, c'est ça aussi l'idée centrale de tout ce projet. En regardant le clip, j'ai pu me rendre compte que le groupe apparaît peu à l'écran. Pourquoi ? Justement, comme je le soulignais précédemment, c'est aussi histoire de changer un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc on a voulu différer en fait de cet aspect où les musiciens sont vraiment très mis en avant par rapport en général au reste du scénario et de l'histoire qu'on peut voir dans le clip. Et il faut dire aussi qu'à côté de ça, en parallèle, on a eu l'opportunité de visiter, de pouvoir tourner dans des lieux historiques qui sont très beaux, très imposants, dans lesquels on avait vraiment de la matière à faire et du contenu à proposer. Et donc c'est vraiment sur ces axes-là qu'on a voulu développer les images et le noyau, on va dire, du clip. Donc les musiciens, certes, sont présents, mais ça reste quelque chose qui est très en retrait par rapport au reste, qui est vraiment mis en avant. D'ailleurs, sur le clip, on n'y est pas beaucoup, mais quand on y est bien. On y est bien, relativement. C'est vrai. Kev, c'est peut-être le moment de remercier les personnes qui nous ont ouvert un petit peu les portes de ces lieux, quoi. Oui, donc on remercie l'Opéra Théâtre de Metz et Dominique Burté, le chef costumier. On remercie les gens de la bibliothèque bénédictine de Saint-Miel et notamment Madame Vast.
le château de Vianden, les Amis du Château, et puis surtout la mairie de Montmédy et monsieur Jean Chevalier qui nous a accueillis à la fois à la Citadelle, dans l'église Notre-Dame, et puis dans le cinéma pour qu'on puisse donner notre interview. Merci à tous. Et maintenant, après tout ça, quelle est la suite pour vous ? Là déjà on va sortir ce clip pour essayer de voir un peu comment il est perçu par notre public. Il y aura également un making of qui va se joindre à cette sortie et puis cette interview que les gens pourront voir. Bien sûr l'idée c'est de continuer et de proposer des disques un peu nouveaux, un peu plus modernes. Je l'évoquais avec la venue de Vianney et la venue de Thomas. Donc on a déjà un album qui est pratiquement terminé, qui sera la suite d'Hamlet, de Wayward Son, et qui sera surtout focalisé sur la personne d'Ophélie, puisque je le disais, Ophélie finalement c'est la vraie héroïne de l'histoire, et là ce sera peut-être une interprétation aussi nouvelle du personnage d'Ophélie à travers tous ses aspects, et il y aura toujours ces éléments qui font la marque du groupe, l'aspect symphonique, peut-être l'aspect un peu plus progressif qui sera davantage développé par Nico, et puis le côté plus puissant avec des éléments nouveaux au niveau des rythmiques. Donc cet album, on espère, devrait voir le jour vers mars-avril 2017. Ce sera la suite, le nouvel acte de la pièce de Shakespeare. Je voulais dire aussi qu'on est toujours dans l'année Shakespeare, hein, on fête les 400 ans de sa mort, et donc on va continuer à privilégier la mémoire et à rendre hommage à cet auteur extraordinaire qui a marqué son temps, qui a marqué toutes les générations suivantes, et qui a sans doute eu un impact énorme pour le romantisme au 19e, et qui continue aujourd'hui à travers le cinéma d'avoir un impact assez incroyable. Voilà quels sont les projets, et j'espère surtout que le public va nous suivre dans ces nouvelles aventures. En tout cas, les gars, merci du temps que vous avez pu accorder pour l'interview, et je sens que ce clip va être une réussite. Merci à toi. On te remercie, Baptiste, et c'est toi qui paye l'apéro. Obligatoirement.